Nous parlons avec notre invité ce soir de 3 sujets. La Guinée-Bissau, où l'ONU juge crucial la nomination d'un Premier ministre. On évoquera l'Afrique du Sud. L'ANC conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Depuis le Soudan, cet accord sur les organes de la transition. On en parle ce soir avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. La Guinée-Bissau, pour commencer, les représentants de l'ONU en Afrique de l'Ouest ont jugé crucial la nomination rapide d'un nouveau Premier ministre par le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, pour permettre la fin de la crise que traverse le pays depuis près de 4 ans, et alors que le FMI a souligné la fragilité de l'économie du pays. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre, Simeoès Domingo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, formation historique, et qui a conduit le pays à l'indépendance et dont M. Vaz est également issu. Seulement, Metsosa, les législatives du 10 mars dernier n'ont pas clairement, au vu des résultats, permis de résoudre la crise. Bien, oui, la Guinée-Bissau est l'exemple emblématique des problèmes, des faux problèmes de crise politique, juridico-constitutionnelle que nous rencontrons. En fait, le problème de la Guinée-Bissau ne va pas se résoudre avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ouais. Il est malheureux de devoir dire ça, parce que ce pays, ça fait déjà depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, qu'elle n'a pas réussi à se réconcilier avec la bonne gouvernance et la paix et la conduite normale des affaires. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci on aura réussi à nommer un Premier ministre que ça va résoudre la crise. Vous vous rendez compte, depuis 4 ans déjà, qu'on n'a pas de Premier ministre. Oui. Mais bon, on n'a pas l'impression que le pays vit en apnée, que toutes les institutions sont bloquées. Et on arrive quand même à vaquer et à mener les affaires courantes, à conduire les affaires courantes, comme on dit dans le jargon politique habituel. Et bon, le problème ici, c'est que ce pays a des problèmes structurels très profonds. Une crise économique grave sur fond de corruption, de trafic de drogue, etc. Et qui, à chaque fois, est exacerbée par les inconséquences des hommes politiques. En fait, c'est un jeu de pouvoir. Vous vous rendez compte, Monsieur Simeoès Pereira et le président Vaz sont eux-mêmes, tous les deux, issus du même PAIGC. Donc, quel est le problème qu'ils ont? Ils sont issus du même parti politique. Vous voyez, le pauvre peuple bissau-guinéen est fatigué de ces hommes politiques. C'est toujours la même chose. On avait vu la même chose sous Kumbayala. On a vu la même chose jusqu'à l'assassinat de Nino Vieira. Donc, c'est toujours comme ça. Ça ne se calme jamais. C'est l'enfant malade de l'Afrique de l'Ouest. Depuis son indépendance, ce pays n'a jamais fonctionné normalement. On se rend compte que d'élection en élection, on reconduit exactement les mêmes tares, les mêmes travers. Ici également, on retombe dans la même situation parce que la crise s'est exacerbée avec le limogeage de Domingos Simeoès Pereira, qui risque de redevenir Premier ministre normalement au vu des résultats. Donc vous voyez, alors on se pose la question, pourquoi l'a-t-on limogé? Pour des raisons purement politiciennes, ou bien parce qu'il a montré des insuffisances ou des limites qui ont justifié son limogeage. Donc, vous voyez, il va revenir par le jeu des combinaisons politiques. La nouvelle Assemblée va tout faire et liguer pour qu'on le reconduise. Alors, est-ce qu'ils vont mieux s'entendre cette fois-ci? Est-ce que le pays va aller mieux quand on va le renommer au poste qu'il a perdu? Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, on est en train de gérer l'impuissance publique. Un pouvoir qui est finalement très débile. Il est débile au sens médical du terme, c'est-à-dire il n'a pas en lui-même le tonus nécessaire pour créer les moyens de sa souveraineté. Et donc du coup, il est fragilisé parce qu'il fait le jeu des alliances politiciennes tout le temps.
Alors ici, en tout cas, la demande de l'ONU qui pense qu'il est crucial qu'un Premier ministre soit nommé, quand on suit en tout cas dans plusieurs pays les schémas que propose l'ONU pour la résolution des crises, ça passe forcément par des élections et un gouvernement. Elle ne peut pas dire autrement dans le cas de la Guinée-Bissau. Oui, et c'est bien là le problème, c'est que nous sommes en panne d'imagination en Afrique, et de créativité surtout, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent sans Premier ministre. Oui. La Belgique a fait presque 2 ans. Non, je ne parle même pas de ça. La Belgique, institutionnellement et constitutionnellement, a un système de fonctionnement exécutif qui prévoit un Premier ministre. Mais il y a des pays qui n'ont pas de Premier ministre. Le Bénin, par exemple, n'a pas de Premier ministre. Le Rwanda n'a pas de Premier ministre. C'est l'un des pays les plus performants d'Afrique aujourd'hui, sans Premier ministre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on se crée de faux problèmes en réalité. Et on a des crises, qui ont des pseudo-crises. C'est finalement des problèmes de personnes et d'ego. On souffre plus de ça que de crises institutionnelles. Parce que, vous l'avez dit vous-même, depuis 4 ans, le pays ne s'est pas effondré parce qu'on n'a pas de Premier ministre. Ouais. Donc ça veut dire que on pourrait, dans une forme d'imagination féconde, trouver les moyens de fonctionner institutionnellement sans Premier ministre. Mais bon, comme on est des copistes professionnels, c'est comme ça qu'on a fait, c'est la Constitution telle qu'on l'a étudiée, c'est comme ça qu'on nous l'a léguée, alors on ne peut pas sortir de ce schéma, et c'est pour ça qu'on est en crise. Vous voyez ? Parce que au Portugal, parce qu'eux sont colonisés par les Portugais, ils ont été colonisés par les Portugais. Au Portugal, il faut un Premier ministre, donc ils n'ont pas pu imaginer autre chose. Donc pendant les 3 ans qu'on a fonctionné sans, on n'a pas pu trouver dans leur propre génie national quelque chose qui leur permette de fonctionner dans un cadre institutionnel qui soit sui generis. On est incapable de ça. C'est ce qu'on a copié parce qu'on l'a étudié comme ça à l'université. Et ce n'est que dans ce schéma-là qu'on peut fonctionner. Alors, on a une armada d'intellectuels qui sont incapables de sortir de ce schéma aussi et qui vont vous commenter qu'il y a crise politique parce qu'on n'a pas nommé M. Simoes Pereira Premier ministre. Donc, on va trouver tous les arguments possibles pour expliquer qu'il est indispensable au fonctionnement de son pays. Vous voyez, il est quintessentiel qu'il soit nommé Premier ministre pour que la Guinée-Bissau retrouve une meilleure santé économique et que le FMI, et l'ONU et la Banque mondiale soient contents. Mon Dieu. Vous voyez un peu où est-ce qu'on en est ? En oubliant de dire qu'il a été Premier ministre avec Vaz, mais le pays ne s'est pas mieux porté. Écoutez, vous le dites vous-même, vous comprenez mon désarroi et ma perplexité, parce que je ne comprends pas pourquoi. Alors on nous dit, bon voilà, par le jeu politique actuel, il va certainement revenir encore. Bon, pour quel résultat ? Prévisible ? On ne sait pas. Vous voyez, c'est pour ça que quand on est arc-bouté sur de faux problèmes comme ça, et qu'on a le nez dans le guidon à cause de faux problèmes de personnes, je me dis non, on se fout littéralement des peuples africains, et l'Afrique est malade de ses élites politiques. D'accord. Second sujet, c'est l'Afrique du Sud. La commission électorale sud-africaine a confirmé samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain aux élections législatives qui offre un mandat fragile au président Cyril Ramaphosa pour sortir le pays de la crise. Après dépouillement de l'ensemble des 22 925 bureaux de vote du pays, l'ANC l'a nettement emporté avec 57,5% des suffrages exprimés qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Ce résultat, il faut quand même le souligner, est l'un des plus mauvais jamais réalisé par le parti de Nelson Mandela en 25 ans de pouvoir. En 2014, l'ANC avait obtenu 62,1% des voix et 249 sièges. Mais Maître Sosaï regardait quand même de près entre 62% et 57%. La différence n'a pas été trop grande pour le parti. Ça caracole toujours en tête. Oui, et là c'est ce que j'ai l'habitude de dire souvent. Le système démocratique, le paradigme même de la démocratie, c'est que on est gagnant, leader et gouvernant, en tout cas légitime à gouverner, dès lors qu'on a 0,1 au-dessus de 50. Oui. C'est-à-dire que quand l'autre parti, qui est votre concurrent direct, a 49
57,9%, vous avez gagné et vous avez tous les droits. Donc 57%, c'est plus que confortable. 230 sur 400, mais c'est formidable. Ça suffit pour faire, en tout cas, fonctionner le système et avoir les coups des franges pour gouverner. Même si, c'est vrai, c'est le score le plus mauvais de l'ANC depuis 25 ans. Oui. Ça s'explique par la situation économique, l'ANC qui n'a pas réussi à tenir toutes les promesses faites. Oui, ça s'explique par les résultats économiques, ça s'explique surtout par la gouvernance défectueuse de M. Zuma. Oui. Parce que Zuma a fait perdre beaucoup de crédit à l'ANC et finalement, c'est vrai qu'on est en train de payer la mauvaise gouvernance de M. Zuma. Je pense que c'est une des causes principales. Parce que c'est quand même sous Zuma que d'autres partis ont émergé, qu'il y a eu des scissions à l'intérieur de l'ANC, que les IFF Julius Malema a émergé, et qui a quand même tiré ses épingles du jeu avec plus de 10%, 10,51%. 44 députés, contre 25 en 2014. Vous voyez, ceux-là, c'est aussi des ANC de haute teinte qui ont fait sécession de l'ANC. Donc finalement, oui, c'est vrai qu'il y a une frange plus radicale de l'ANC qui se retrouve dans le IFF de Julius Malema. Mais tout ça, ça reste encore normalement le cœur électoral de l'ANC. Donc on devrait normalement le rajouter. Parce que l'opposition... Mais Cyril, qu'est-ce que j'ai dit Julius est devenu très très critique des méthodes de l'ANC. Mais complètement. Et il est à raison, parce que, je vous l'ai dit, c'est sous Zuma que ce mouvement a émergé, et ce qu'il dénonçait, c'était les dérives de Zuma qui étaient protégées par l'ANC. On aurait pu destituer Zuma depuis plus longtemps que ça. Pour moins que ça, on aurait dû le destituer. Mais l'ANC l'a protégé, c'est ce qui a justifié que Julius Malema fasse sécession et crée son parti. Maintenant, l'autre parti en vogue, l'Alliance démocratique de Mozim Manman. Une légère baisse là-bas. Oui, aussi. Vous voyez, ça c'est le véritable parti d'opposition. C'est l'opposition classique, auquel il faut rajouter quand même le Parti national, qui est minoritaire toujours, mais qui était le parti de l'apartheid, qui a continué à avoir des avatars. Globalement, l'ANC a encore les coups des franches. Alors, Cyril Ramaphosa a dit qu'il va tirer toutes les leçons de ce scrutin. Est-ce qu'il comprend que ce léger recul est un message que les Sud-Africains ont envoyé? Oui. Ce léger recul est un message que les Sud-Africains ont envoyé. Et il faut quand même dire que Cyril Ramaphosa est entouré lui-même de caciques du clan Zuma. Donc c'est toujours l'ANC. Vous voyez, il y a quand même une espèce de coalition idéologique, disons un cœur nucléaire qui ne va pas bouger. Donc qu'on le veuille ou non, lui aussi il est obligé, il est devenu tributaire finalement des bonnes dispositions dans lesquelles se trouveraient les ex-alliés de Zuma pour pouvoir gouverner. Donc il ne s'est pas complètement débarrassé du phénomène. Il faut faire attention à cela. Et il a plus d'ennemis dans son camp qu'à l'extérieur. C'est ça le plus grave et c'est le plus inquiétant de la situation. De toute façon, il est quand même parti pour avoir un nouveau mandat. Vous pensez, c'est vrai qu'il présente les visages d'un ange, mais est-ce que Cyril Ramaphosa sera différent des autres? Dans tous les cas, il sera différent de Jacob Zuma. Ça, incontestablement. Quand on connaît le parcours quand même de Ramaphosa, vous voyez, c'était... en fait, Ramaphosa est le fils spirituel de Nelson Mandela. Il était l'un de ses collaborateurs les plus proches et celui dans lequel il avait une confiance absolue et auquel il aurait voulu carrément faire le legs du pouvoir. Mais les jeux au sein de l'ANC n'ont pas permis à Ramaphosa d'être mis en avant devant des gens qui étaient ses aînés. Et c'est tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, à l'époque, il y avait des gens... Parce que Nelson Mandela voulait vraiment
signifier dans la façon de gouverner l'aspect multicommunautaire. Donc le peuple arc-en-ciel. Et vous voyez, il y avait des gens comme Doula Omar qui étaient indiens, mais qui ont été aux premières heures de la lutte anti-apartheid, à qui il a voulu quand même réserver une place. Donc du coup, tous ceux-là ont écarté, Ramaphosa. Et finalement, maintenant, Ramaphosa, il aurait pu passer avant Jacob Zuma. C'était l'erreur qu'ils ont faite en donnant le pouvoir à Jacob Zuma. Ils auraient donné le pouvoir après Thabo Mbeki, qui est parti aussi dans des conditions plus que médiocres. Pas parce que lui l'était, mais parce que, justement, le clan Zuma, au sein de l'ANC, a eu la peau de Thabo Mbeki. Donc, finalement, vous voyez, ils partent toujours à l'issue de cabales politiciennes. Donc il faut que ça cesse, et je souhaite à Cyril Ramaphosa un peu plus de réussite, parce qu'il n'est absolument pas de la même veine que Monsieur Zuma, que je trouve un président détestable. Le Soudan, c'est notre dernier sujet. On va évoquer cet accord sur les organes de transition. Les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire sont parvenus lundi à un accord sur un nouveau conseil souverain qui remplacera le conseil militaire de transition actuellement au pouvoir, en plus d'un cabinet et d'une assemblée législative. Au cours de la réunion de ce lundi, nous nous sommes mis d'accord sur la structure des organes et leurs prérogatives, a déclaré un porte-parole des protestataires, Taha Osman. Ces organes sont un conseil souverain, un cabinet et une assemblée législative. En tout cas, maître, la nouvelle est tombée hier soir et on se serait vu en train de jubiler pour les Soudanais, mais les heures qui ont suivi sont venues assombrir un peu cette nouvelle-là. Oui, parce que, si vous voulez, le nouveau conseil souverain qui a été mis en place et qui doit remplacer le conseil militaire, doit négocier avec l'armée. C'est bien cela dont il s'agit, parce que il faut souhaiter quand même de la réussite à nos amis soudanais, parce qu'ils vont signer, s'ils réussissent, un nouveau modèle, un peu comme le Bénin l'avait fait avec la conférence nationale. L'Algérie a traîné un peu, et le Soudan est en train de prendre les devants et de proposer un modèle de changement institutionnel, un peu dans la douceur finalement, avec une maîtrise bien dosée des forces en présence, et finalement un checks and balances improvisé. C'est-à-dire que en fait, l'armée n'a pas tout à fait les coudées franches, ne peut pas faire ce qu'elle veut, et la société civile non plus. Donc du coup, il s'est créé finalement un cadre de consensus au sein duquel on discute et on négocie. C'est ce qui est bien dans le cas soudanais. C'est l'armée qui a pris les devants, qui a débarrassé le peuple soudanais finalement d'un dictateur ou de quelqu'un qui l'est devenu de façon un peu trop néfaste. C'est l'armée aussi qui, après avoir mis en place un conseil militaire, est restée à l'écoute de la population et de ses desiderata. Dans d'autres pays, on aurait déjà tiré dedans à balles réelles et un déluge de lacrymogène aurait réglé le problème. Et finalement, force serait revenue à la Kalachnikov, uniquement. C'est ce que pas la raison. Ce que j'évoquais en évoquant la situation d'hier soir, il y a une certaine confusion à Khartoum, où les manifestants ont déploré un mort ou 5 morts, c'est selon. L'armée aurait, semble-t-il, ouvert le feu, ce que l'armée dément. Il y a eu quand même une confusion à ce niveau aujourd'hui. Écoutez, oui, c'est toujours dommage, mais ça fait partie des dégâts collatéraux d'une crise politique, quelle qu'elle soit. 1 mort, 5 morts, on dit tout le temps, c'est un mort de trop. Il en faut combien? Les révolutions en mangent beaucoup. Elles sont avides de sang, et vampirisent toujours un peu le peuple, les révolutions. Donc, quelque part, c'est le prix à payer peut-être, mais c'est le prix que payent forcément des citoyens innocents.
comment ça s'est passé? Il faut voir dans quelles circonstances ces morts sont survenues. Ils ne sont pas survenus dans le cadre d'un règlement ou d'un épisode politicien. Si c'est des échauffourées qui ont mal tourné, est-ce que c'est une crise politique? Est-ce qu'il faut l'imputer nécessairement à une volonté du pouvoir de museler le peuple et les manifestants? Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut toujours l'interpréter. Il faut d'abord savoir dans quelles circonstances ces morts sont survenues. Ça peut aussi être une bavure, un accident. Mais dire que c'est un message politique, je ne suis pas enclin à le prendre en compte encore. Alors, il doit y avoir quand même, les discussions se sont poursuivies ce mardi et vont porter sur la durée, la période de la transition. D'abord, la durée de la transition, les militaires disent 2 ans, les contestataires disent 4 ans. Et puis, surtout, la composition de ce nouveau conseil qui pose problème aux deux parties. C'est bien cela dont il s'agit. 2 ans, 4 ans, quelle est la meilleure formule? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Vous voyez, il faut faire de la politique en s'appuyant sur les réalités. Il faut le faire à l'épreuve du temps. Parce que, en fait, il me donne l'impression, ceux qui disent 4 ans ou 2 ans, comme si, vous voyez, un enfant tirait sur un arbre pour le faire grandir. Ça n'arrivera pas, il grandira pas, ils vont le déraciner. D'un côté comme de l'autre, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Rentrons en transition d'abord. Essayons de trouver le cadre institutionnel idoine pour la transition et voyons combien de temps il nous faut pour que les changements institutionnels que nous prenons se réalisent. Mais on ne va pas décider par occasion que c'est à tel délai et à telle date que ça doit se faire. Parce que quand on sort de 30 ans de dictature, il faut un débat plus approfondi. Et il faut, vous voyez, proposer dans une formulation civilisée, consensuelle, les nouveaux changements possibles. Donc on ne peut pas dire que c'est en 2 ans, c'est en 3 mois. Non, si on fait ça, on ira à la hâte et on ira à la casse. C'est pour ça que je dis, c'est pas une question de temps. Ça va gêner qui que la transition dure 4 ans plutôt que 2? Ça va gêner qui? Les acteurs politiques, uniquement. Le peuple, il n'en tirera pas plus de bénéfices que ça. Que ça dure 10 ans de transition, l'essentiel c'est qu'on ait des hommes vertueux au pouvoir et qu'ils travaillent à l'intérêt général. Ça, c'est plus important que le temps que ça va durer. C'est tout le problème. Maître Ossa, merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie, c'est tout un plaisir. On marque la pause et on regarde le journal. Après, on revient pour Regard croisé.